Non, j'interviens sans compétence, puisque j'interviens comme philosophe. Et il a été indiqué que j'étais philosophe helléniste et sinologue. J'essaierai effectivement de tirer parti et de l'un et de l'autre, c'est-à-dire de ce que peuvent être les ressources prises du côté grec comme du côté chinois. En tout cas, je crois qu'il y a une chose qui a changé, c'est que nous ne pouvons plus, comme auparavant, compter sur la famille et l'Église, le devoir et la foi pour aborder la fin de vie. Or, la vie s'allonge et la médecine fait tout ce qu'elle peut pour l'allonger encore. Donc, il y a le problème. En fait, mon intervention est voilà, un petit texte que je publierai prochainement qui a pour titre Demeurer vivant, demeurer ER, bien sûr. Demeurer vivant au grand âge et puis aux parents, aux aidants, aux soignants. Donc, par rapport à ce problème de cette fin de vie qui s'allonge, qui se retarde de plus en plus, et comment la penser alors qu'il n'y a plus les supports traditionnels pour la porter. Et donc le fait que c'est à la société désormais que de prendre en charge la fin de vie. Et je me demande s'il n'y aurait pas intérêt à faire rentrer une réflexion, y compris dans les EHPAD, vis-à-vis de ce problème, puisqu'en fait c'est le problème, la question la plus essentielle, puisqu'elle touche et à vivre et à mourir, et que, bien sûr, elle a en vue les personnes en fin de vie ou très âgées, mais en fait, nous tous, bien sûr, sommes, disons, engagés dans cette affaire qui est que, au fond, euh, l'avancement en âge se fait sans qu'on se rende compte, et puis à un moment, bah oui, la déchéance est là, déchéance physique, déchéance, déclin mental, et aussi morale. Est-ce que morale suffit à le dire, d'ailleurs? On est passé finalement de ce que pourrait dire un CDI généreux de la vie à ce qui devient un CDD. C'est pas quand on entre en EHPAD. C'est-à-dire, au fond, bah oui, c'est déterminé, c'est-à-dire que la mort sera là et on le sait. Donc, est-ce qu'on peut apporter du dehors du monde dans ce monde de l'EHPAD? Est-ce que c'est seulement. Est-ce qu'on n'apporte pas finalement le plus souvent un évitement ou une fuite? Et, ou bien la consommation ou la compassion. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des... C'est là que je crois que la pensée, j'interviens donc ici en tant que philosophe, la pensée est sommée d'intervenir. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la pensée? Comment pourrait-elle avoir prise par rapport à ce qui est la vie qui se défait? Et pour le dire autrement, est-ce qu'il y a des ressources? Peut-on trouver dans la pensée des ressources à cet égard? Sinon, plus on s'enfonce dans la vieillesse, plus la perte de vie est inéluctable. Et la question, c'est est-ce qu'on peut faire néanmoins autre chose que s'y résigner ou que s'en lamenter en entendant la fin. Alors, ma proposition est de faire jouer deux termes apportés au concept, ceux de vital et de vivant. Qu'est-ce qui peut me retenir, plus je vieillis, d'un complet déclin de ma vie? C'est peut-être que vivre s'entend à deux niveaux, ou deux étages. Il y a d'abord le vital, autrement dit le fait brut, minimal d'être en vie, mais on peut discerner au sein de ce vital quelque chose que j'appellerais le vivant de vivre, c'est-à-dire la capacité de faire advenir en soi pleinement, intensément la vie. Autrement dit, vraiment vivre, ou la vraie vie. Évidemment, dès que j'ai dit la vraie vie, on peut penser à un risque de dualisme, que j'opposerais deux vies, la vie du vital, la vie biologique, et puis une autre vie qui viendrait se surajouter. Non, ce que j'entends par le vivant, c'est ne se coupe pas du vital, mais le déploie et le déborde. C'est ce débord du vivant par rapport au vital qui me paraît être ce sur quoi on peut s'appuyer pour essayer de demeurer vivant, y compris en fin de vie. Donc de l'ordre, non pas du dépassement, mais du débord. Le vital, bien sûr, nomme la condition, même la condition de toutes les conditions. Être en vie, ne pas être mort. Le vivant nomme quoi?
Il nomme quant à lui une aspiration, et même l'aspiration de toutes nos aspirations, accéder à vivre dans sa ressource infinie. Alors souvenons-nous que les Grecs avaient deux mots, trois mots pour dire vivre. Bios, c'était la vie politique et morale, euh, et puis psyché, qui était le souffle vital, donc le vital, et un autre terme, zoé. Zoé, qui est le vivant, le pleinement vivant. Dans Aristote, c'est la vie de Dieu. Et pensons à l'évangile de Jean, n'est-ce pas? J'ai toujours été un peu frappé que quand dans l'évangile de Jean, on dit qui est attaché à sa vie, hein, la paire, ou qui, Misei, qui s'écarte de sa vie, ne reste pas collé à sa vie, aura la vie, autre vie éternelle. En fait, la vie atterrissable. Mais en grec, c'est deux mots. C'est psyché et c'est zoé. Qui s'attache à sa psyché, perd sa zoé. Mais qui, au contraire, sait ne pas être englué dans sa psyché, dans son souci du vital, peut accéder à zoé, la vie vivante, la vie vraiment vivante. Par exemple, que quand on entre en EHPAD, il me semble que c'est, évidemment, il y a cet effondrement du vital, progressif, déterminé. La question, c'est est-ce qu'on peut maintenir du vivant au sein de ce déclin du vital? Oh, on pense, je suis seulement cet essai de Montaigne, le dernier essai de Montaigne de l'expérience, où il nous dit effectivement cela, n'est-ce pas? Dernier jour de sa vie, dès que la maladie se relâche un peu, le fait, comme il dit, je retâte. C'est pas, ma vie, je la laisse pas passer, je la tâte, je la retâte. C'est-à-dire, je m'y tiens et en m'y tenant, je me rends compte de l'immensité de ce que c'est que vivre. C'est pas. Bon, cette expérience de Montaigne, je crois qu'on la comprend aisément parce qu'au fond, il s'agit de voir si en fin de vie, c'est pas le moment où on pourrait enfin accéder à un vivant qu'on a négligé, auquel on n'a pas été attentif précédemment, et qui pourrait trouver dans cet extrême, eh bien, la possibilité de son avènement. Alors, je tiens à justifier quand même ces deux termes, vital et vivant, parce que je ne vais pas faire de métaphysique. Je ne veux pas retomber dans le dualisme, dans la séparation de l'âme et du corps, etc. Le vital, c'est l'affaire de la science, biologie, physiologie. Il aborde la vie dans ses fonctions, ses besoins, en tant qu'être organique. Le vivant dirait le développement de vivre dans sa capacité la plus entière, autrement dit, sa possibilité infinie, qui est celle de la vraie vie, ce que j'appelle la vie qui vit. Il ne faut pas oublier cette formule, j'aime beaucoup la formule que Adorno cite en exergue au Minima Moralia, la vie ne vit pas. Das Leben lebt nicht. Oui, la vie ne vit pas. Il n'y a pas seulement l'opposition de la vie et de la mort, mais la vie ne vit pas. Ou souvenez-vous dans Proust, quand Proust dit, il n'y a pas besoin de la mort pour dépouiller la vie s'en charge. La vie elle-même dépouille la vie. Donc, cette opposition du vital et du vivant, elle n'est pas d'un ordre dualiste quelconque. La question, c'est est-ce que je ne suis pas en train de... Est-ce que je ne surfais pas le vital en y ajoutant du vivant? Est-ce que c'est pas reprendre le vieux chemin du dualisme, donc, et chercher à compenser la perte du vital par ce qui serait un ajout, surajout du vivant sur elle? Mais non, justement. Quand j'évoque cette sorte de... On pourrait dire il y a une suffisance du vital. Bon, c'est la position nietzschéenne, hein, qu'on trouve encore chez Deleuze, c'est-à-dire au fond qu'il y a une suffisance du vital qui, dans son déploiement, son exubérance, est un déploiement total. Pourquoi donc ajouter, mais ce que les Grecs faisaient, hein, donc je suis pas, euh, je ne fais que reprendre ce chemin de la philosophie, comprendre que le vivant ne s'oppose pas au vital, ne le dépasse pas, il ne s'en passe pas, il ne le dépasse pas, mais j'ai dit, il le déborde. Et au fond, ce que je voudrais dire simplement, c'est à titre de en fin de vie, est-ce qu'on ne peut pas justement faire s'appuyer sur ce débord du vivant par rapport au vital dans un vital qui se défait, qui est en train de se décomposer? Il n'y a pas cette possibilité d'activer, de mobiliser un vivant qui permette de tenir en fin de vie. Bon, c'est une question qui paraît peut-être un peu comme ça en l'air, mais souvenons-vous de la pandémie. Quand on a dit rien n'est plus précieux que la vie. Oui, mais quelle vie? Est-ce celle du vital? Est-ce qu'il y a des questions sur du vivant? Est-ce que, bien sûr, on a d'abord pensé au vital, ne pas mourir. Mais est-ce que ce vital le contient le tout de la vie? Et est-ce que ce n'était pas quelque part rabattre le vivant? Encore une fois, il fallait s'occuper du vital, mais du vivant comme, disons, en débord par rapport au vital.
Ce que serait au fond le propre de l'humain, c'est qu'il déborde le vital. Ce qu'on peut appeler exister. Si je prends exister au sens, bon, c'est un terme qui vient de la scolastique médiévale, mais disons, existere, c'est quoi? C'est se tenir hors. Vous savez, au début, dans le pensée médiévale, Dieu est, et nous, les créatures, nous existons. Nous nous tenons hors de l'esprit de Dieu, parce que créature dans le monde. Mais ce terme a été travaillé par des siècles au point d'aboutir à cette idée qu'au fond, l'homme, qu'est-ce qui caractérise plutôt l'humain? C'est qu'il peut, se tenant, étant dans le monde, se tenir hors du monde. Il y a ce débord possible. C'est pas un autre monde, mais c'est simplement que et c'est ce qui ne se laisse pas contenir au sein du monde qui peut le déborder. C'est ça qui a promu, je dirais, l'humain. Alors oui, il y a donc cette opposition vraie vie, non vie, qui conduit à ce que je propose, à savoir de penser euh, quel est l'opposé du vital. On sait ce que c'est la mort. Mais l'opposé du vivant, ben, je dirais l'opposé du vivant, c'est la non-vie. La non-vie, la vie qui n'est plus qu'une apparence de vie, la vie qui ne vit pas vraiment, la vie, comme on dit, qui n'est pas une vie. Or, évidemment, c'est ce qui menace quand on entre dans le grand âge, c'est que la préoccupation du vital, de plus en plus difficile à faire survivre, eh bien, conduirait à laisser tomber cette dimension de débord du vivant dans la vie. Mais en fait, il faut se rendre compte que cela menace depuis toujours. Je fais allusion à la scène de Proust, n'est-ce pas? La vie dépouille la vie. Pas besoin d'attendre la mort, n'est-ce pas? La vie elle-même dépouille la vie. Et ce que j'appelle donc la vraie vie, mais reprenant la formule, la notion de vraie vie, c'est une belle formule de la philosophie qui n'est jamais déployée, mais qu'on trouve déjà chez Platon, quand il dit euh, faire célébrer la vraie vie des dieux et des hommes bienheureux. Mais Platon, cette vraie vie la situe après la mort. Il faut fuir là-bas pour pouvoir y accéder. Mais l'expression est belle, n'est-ce pas? Dans Rimbaud, la vraie vie est absente. Dans Proust, et j'évoquais Adorno, vie fausse, vie vraie. Vraie vie, das wahre Leben. Et puis la vie fausse qui est un semblant de vie, qui n'est pas vraiment vivante. Donc ça nous menace bien avant d'entrer dans la vieillesse, cette euh, perte de vraie vie. Alors la vraie vie, c'est pas la vie idéale. Euh, Ce n'est pas, surtout pas une vie qui s'indexerait sur la vérité ou relèverait d'une vérité qui viendrait se projeter sur elle. Ce n'est pas donc une vie indexée sur la vérité, ce n'est pas la vie idéale, ce n'est pas non plus le bonheur. Je le dis parce qu'aujourd'hui, comme on est dans un marché du bonheur, n'est-ce pas, qui ne cesse de nous envahir, parce que le bonheur, c'est de la satisfaction. Or, dès qu'on creuse un peu cette idée de bonheur qui est de la satisfaction, non seulement ça pose le problème que les théologiens ont eu à traiter, à savoir quand on est au paradis, eh ben, si on est, s'il y a encore du manque, ben, on n'est pas heureux, puisqu'il manque quelque chose. Et si on est satisfait, ben, non plus, parce qu'on s'ennuie. Vous savez, c'est la grande alternative. Les théologiens ont comme ça essayé de d'ébranler un peu. Mais en tout cas, s'il y a une chose que moi je retiens de Freud, c'est quand même l'idée, ce qu'il a le plus ébranlé, c'est l'idée que la satisfaction n'est pas satisfaisante. Parce que c'est ce qu'il dit de la satisfaction sexuelle, n'est-ce pas? Non, mais c'est important, ça, que la satisfaction ne peut pas être satisfaisante. C'est ça qui fait que nous sommes humains. C'est que l'humain ne peut pas se satisfaire. Et donc, toutes les images du bonheur qu'on nous présente et que la société aujourd'hui nous propose, eh bien, sont un peu des falsifications de cet égard. Donc, c'est ni une vie indexée sur une vérité, ni une vie rêvée, idéale, ni la vie satisfaite. Donc, je ne peux penser la vraie vie que de façon négative. Parce que si je la désigne de façon positive, je vais passer dans une positivité idéologique. Je n'ai pas le choix. Donc je dirais, la vraie vie, c'est la vie qui dit non à la non-vie, à la vie fausse, c'est-à-dire à la vie qui se résigne, à la vie qui s'enlise, à la vie qui se laisse aliéner, à la vie qui se laisse, comme on dit, réifier, c'est-à-dire devenir chose, chose et non plus vie. Or, cette menace de non-vie, elle pèse sur nos vies depuis toujours. C'est vrai qu'avec l'avancée en âge, comme le vital nous occupe comme ça par priorité, et donc la survie, mais nous risquons de laisser tomber cette préoccupation de
vraie vie. Donc ma question est simple au fond. C'est quelles ressources pouvons-nous trouver en fin de vie pour activer du vivant jusqu'au dernier souffle? Bon, d'abord, pour montrer comment il peut, disons que les deux ne se regroupent pas entièrement, ou comment le vivant peut déborder le vital, pensez à ce qu'on appelle, pour la maladie elle-même, dire que la maladie n'est pas seulement bionégative, n'est-ce pas? Que la maladie, au fond, eh bien, dans l'ébranlement qu'elle produit du vital, eh bien, fait réagir, ressurgir, peut faire réagir, ressurgir le vivant de vivre. Euh, il ne s'agit pas de demander à Dieu un bon usage des maladies, mais il s'agit de réfléchir simplement à ce que la maladie peut dégager de possible in extremis et dans la souffrance, mais qui ne s'était pas révélé avant. Bon, l'exemple, un exemple marquant, c'est Nietzsche, n'est-ce pas? Les dernières années de Nietzsche sont les plus fécondes, avant qu'il ne se trompe dans la folie, n'est-ce pas? Mais on a cette sorte de malade errant qu'est Nietzsche euh, entre, disons, Nice et l'Engadine, et c'est la période la plus créatrice de son œuvre, n'est-ce pas? Alors qu'il est constamment affronté à cette perte du vital, perte d'abord la de ce fait de voir, et puis cette sorte de délabrement un peu plus marqué de son vital, mais au travers duquel, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a en fait euh, retiré des inhibitions, y compris les inhibitions mentales, intellectuelles, qui lui ont permis d'aller plus loin dans sa pensée, alors que ce vital était en train de s'effondrer. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une compensation, d'une revanche, pas seulement non plus d'un sentiment, seulement d'un sentiment d'urgence, ce qui est une sorte de dernier rebond d'énergie, mais le fait que la perte de vitalité oblige à une économie de vie où se trie l'essentiel. Et moi, je suis très sensible au fait qu'en fin de vie s'ouvrent des capacités. Pensez Beethoven composant un neuvième, il est sourd, n'est-ce pas? Pensez Monet peignant les nymphéas, il est aveugle. Pensez Rousseau dans la cinquième rêverie, n'est-ce pas? Il est au terme de la vie, et il le dit, les forces s'épuisent. Or, c'est là qu'il a la capacité d'évoquer ce qu'on n'avait jamais évoqué avant lui, la plénitude du sentiment d'exister. C'est dans le texte de Rousseau que dans cette rêverie, n'est-ce pas, que le terme d'exister prenant un sens tout à fait nouveau, et plus le sens théologique, mais quel sens de sentiment d'existence. Alors je dirais au fond, j'essaie de me situer dans cette situation, dans ma chambre, n'est-ce pas, d'hôpital ou d'EHPAD, de mouroir, n'est-ce pas. J'ai plus la force de me lever, mais je vois encore un bout de ciel à travers les fenêtres. Quel que soit le temps qu'il fait, ou, je reviens sur cette formule, un cyprès dans la cour. Je dis, je vois encore un bout de ciel, pour revenir sur ce que nous dit Lucrèce. C'est que le ciel, auparavant, avant d'être cloué là et ne plus pouvoir bouger, je l'avais jamais vraiment vu au sens de vraie vie. J'étais lassé de le voir à force d'avoir sous les yeux. Fessus satiate vivendi, fatigué de satiété de l'avoir vu ce ciel. Or, condamné au lit en quelque sorte, pour ne plus bouger, pouvant encore seulement lever les yeux, je vois ce bout de ciel et au fond, je le vois comme je ne l'ai jamais vu. Je commence vraiment à le voir. Je citais, c'est-à-dire que je commence à vraiment à le voir, c'est quoi? C'est-à-dire que je commence à percevoir l'inouï de ce que je n'avais encore jamais pu entendre, à quoi je n'avais pas accédé. L'inouï. Alors, si vous ouvrez le dictionnaire, on vous dira l'inouï, c'est le rare, l'exceptionnel, l'extraordinaire. Non, c'est l'inverse. Nietzsche l'a bien montré. L'inouï, le véritable inouï, c'est l'inouï du plus ordinaire. Or, il n'y a rien de plus ordinaire que l'inouï de vivre. Vivre, dès qu'on s'y arrête un peu, dès qu'on n'a plus cette sorte de déploiement du vital comme ça, quand on se concentre sur vivre, on se rend compte qu'il n'y a pas de plus inouï, en même temps que le plus ordinaire, c'est pas, que vivre. Donc on le découvre. Alors découvrir en français a deux sens, n'est-ce pas? Découvrir, c'est comme on dit la découverte de l'Amérique, voir pour la première fois.
mais découvrir cet autre sens auquel je tiens, qui est enlever ce qui couvre. En fin de vie, on peut découvrir au sens de enlever ce qui couvre, ce qui a jusque-là, jusqu'à présent, couvert ma vie, qui fait que je ne voyais pas le ciel. J'avais sous les yeux, bien sûr. Donc, découvrir au sens, non pas de la découverte, mais du découvrement. Donc, quel découvrement serait possible en fin de vie? Alors, si je disais le cyprès dans la cour, là, je fais allusion à une sorte de motif bien connu dans la pensée de Chan, ce qu'on appelle le zen, mais en fait c'est du chinois, c'est le Chan. C'est quand on dit, au fond, quelle est l'expérience la plus essentielle? Réponse, c'est le cyprès dans la cour. La première chose sur laquelle tombent mes yeux, ben, il se trouve que c'est un cyprès dans une cour, au fond, peut dire l'essentiel qu'il faut tant de temps pour découvrir au sens de retirer de son couvrement et faire effectivement émerger. Le cyprès dans la cour, c'est donc dire n'importe quoi, n'est-ce pas, peut faire émerger un sentiment d'exister que jusque-là, j'avais laissé recouvrir par apathie ou par paresse ou par bon, bref. C'est-à-dire que au fond, même atteint par la maladie, même en proie aux affres comme aux humiliations de la vieillesse, je suis encore là, moi aussi, comme ce cyprès. Je suis encore au monde et comme cet arbre vivant du monde. C'est la formule dans Claudel, j'existe, je vis. Une réponse à tout, j'existe, je vis, j'existe, n'est-ce pas? Euh, je réalise enfin, alors c'est ce terme enfin anglais, mais qu'on a eu du mal à franciser, réaliser, to realize, n'est-ce pas? Je réalise enfin l'inouï de vivre parce que la vie m'est retirée. Et parce qu'à ce moment limite, eh bien, quelque chose peut émerger de ce qui fait le réel, n'est-ce pas? Au sens de réaliser, prendre conscience de cette inouïe de vivre que j'avais laissée de côté. Alors, je voudrais quand même vous rassurer, il ne s'agit pas pour moi de résignation, même de sérénité, mais peut-être de l'expérience la plus radicale, sans doute la plus vive, à la portée de tous, de ce qu'est vivre. Or, peut-être fallait-il en effet tout ce temps, avoir vécu si longtemps, sentir s'affaisser à ce point sa force physique, et même s'atténuer sa force mentale, pour accéder à cette expérience qui est au cœur de toute expérience. Accéder à cette expérience qui est au cœur de toute expérience, jusqu'à arriver à ce qui est un paradoxe que l'on peut, en approchant de la mort, s'ouvrir au vivant de vivre. Parce que ce n'est pas du tout rejouer, là, l'émerveillement, la naïveté, vouloir réenchanter la vieillesse. Non, pas mon propos. C'est simplement que maintenant qu'il s'agit non plus des autres, mais de moi, que c'est en moi-même que j'éprouve le déclin, que c'est de moi dont c'est la fin, je n'ai que faire des mystifications, des consolations qu'on sert aux autres, que j'ai servi aux autres. À quoi encore m'accrocher? Bien, je dirais justement, je crois que n'ayons que dédain pour tout discours qui veut positiver à tout prix la vie, même seulement qui veut être optimiste, qui veut voir les choses du bon côté. Tout ce discours de soulagement qu'on verse facilement au bord du lit, n'est-ce pas, aux autres, mais qui ne peut toujours être dit qu'en passant, pour dire fait un instant, mais qui n'a pas prise. Ce veut parole qui fait du bien. Vous savez qu'il y a même maintenant un prix en France des livres qui font du bien. Comme si tout livre qui est un livre, ce n'est pas du bien, n'est-ce pas? On a un livre qui fait du bien. Cette sorte de tentative pour tout pour positiver, n'est-ce pas? Mais c'est toujours qu'un emplâtre. Un emplâtre qui se recommande de son utilité, de sa bonne volonté. Convainc-t-il vraiment? Donc c'est de ce semblant qu'il faut essayer de se départir. Mais je dirais c'est tout autre chose d'avancer que c'est sans doute à l'extrémité de la vie, quand le vital en nous s'affaisse, quand on va quitter la vie, qu'on peut enfin découvrir au sens de sortir du recouvrement, cet inouï foncier qui fait le vivant de vivre. Du moins, tant que j'y ai encore accès. C'est pour ça que pour revenir à ce qui est débattu aujourd'hui, le ce matin, autour de l'euthanasie,
Je dirais que, pour moi, le problème se pose ainsi. Dès lors que je n'ai plus suffisamment de vital pour avoir encore un tant soit peu accès à du vivant, je me retire. C'est pas. On dirait c'est un choix. Je ne suis pas sûr. J'étais sensible que ce matin, on ait dit décision, pas de choix. Je crois qu'il faut distinguer les deux termes. On pourrait penser qu'il y a un choix qui aboutit à une décision. C'est une vision très, très abstraite. En fait, la décision, par rapport au choix, implique une rupture. Le choix, c'était ce matin, n'est-ce pas, l'image d'une autonomie. Je choisis entre différents possibles. Bref, l'idée d'une autonomie du sujet. Au fond, les choses se passent moins idéalement que cela. Une décision implique nécessairement un hiatus ou un saut. Jamais, donc, par rapport à tout choix qu'on aurait pu comme ça, disons, euh, opérer par évaluation. Donc, la décision n'est jamais complètement concertée. Euh, En tout cas, elle n'est jamais complètement assumée. Une décision, c'est toujours lancée quelque part, quelque peu dans le vide. Toujours, d'une certaine façon, hasardée, une décision. Cette décision de mourir, n'est-ce pas, c'est évidemment ma dernière initiative, mais il ne faut pas se cacher qu'elle n'est pas, elle découle pas d'un choix comme ça, si concerté. Elle est une sorte de, voilà, de choses jetées comme ça, jetées, comme, disons, euh, à tenter. Alors, une fois que j'ai dit cela, je voudrais encore justifier au nom de quoi puis-je continuer de vivre alors que je suis en fin de vie et que ma vie se décline de façon qui me terrorise. C'est ce que j'appelle l'invécu. La question au fond, est-ce que j'ai encore de l'invécu à vivre? L'invécu, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été vécu. Est-ce que j'ai encore à vivre, avoir à, n'est-ce pas? Est-ce que si je n'ai plus d'invécu, si j'ai plus d'un vécu dans une relation avec une personne, je me sépare. Si je n'ai plus d'un vécu, c'est-à-dire si je n'ai pas encore quelque chose à vivre, je comprends très bien qu'on se retire de la vie. Mais justement, est-ce que la fin de vie ne contient pas encore de l'invécu? C'est au nom de cet invécu encore à vivre, oui, j'ai encore à lire parce qu'au fond, quand on lit un livre, on l'a lu, mais il y a tellement d'inlus dans ce qu'on a lu. Quand on voit un tableau, on l'a vu, mais il y a tellement d'invus dans ce qu'on a vu. Et je dirais dans la vie, c'est pareil. Il y a tellement d'invécu dans ce peu que j'ai vécu. Et donc, qu'est-ce que ça reste? Qu'est-ce que ça laisse à vivre? Et qui, je crois, peut se penser comme raison de vivre, même si le vital est en déclin. Alors, je vais maintenant évoquer très rapidement quelques ressources que je verrai comme cela pour penser ressources de fin de vie. La première, ce que j'appelle l'enfoncement dans l'âge. L'enfoncement dans l'âge. Et je crois qu'une chose qui nous nuit quand on pense la vieillesse ou le grand âge, c'est que nous avons l'habitude en Europe de penser l'âge par rapport au temps. Or, qu'est-ce que c'est que l'âge? Je crois qu'il y a un paradoxe essentiel. C'est que l'âge, à la fois, il me tombe dessus, en même temps, il ne vient que de moi. Donc, il y a un paradoxe qui est que j'ai le sentiment d'une extériorité qui m'agresse, n'est-ce pas? Extériorité qui m'agresse, pensez au poème de Baudelaire, n'est-ce pas? Le temps ronge la vie, n'est-ce pas? Du sang, n'est-ce pas, que le Père se fortifie. Le temps se fortifie du temps, du sang qu'il me prend, n'est-ce pas? Donc c'est une image commune, disons, de la vieillesse qui, du fait, le temps qui s'accumule, vient m'agresser du dehors. Or, en même temps, donc on a une pensée du temps comme transcendant la vie humaine et venant donc l'assaillir du dehors. Or, en fait, le vieillissement, c'est plus immanent en moi, c'est pas? C'est qui procède de ma propre. Rien ne peut procéder davantage de moi que ce vieillissement. C'est ce qui fait qu'on a reporté sur le temps le vieillissement. Alors, est-ce que le vieillissement peut se penser en termes de temps? C'est ce que je voudrais mettre en question parce que comment a-t-on défini le temps? La définition classique, n'est-ce pas, d'Aristote, c'est le nombre des mouvements entre l'avant et l'après. Le temps, c'est donc d'un point de départ à un point d'arrivée. Or, vieillir n'a pas de point de départ. Le temps implique qu'il y ait un point de départ.
Si je vais de Paris à Versailles, oui, j'ai un point de départ, un point d'arrivée. Mais le temps, mais le vieillir n'a pas de point de départ. Je ne sais pas quand j'ai commencé à vieillir. Donc je crois que le temps a recouvert l'expérience du vieillir. Elle a recouvert aussi d'une autre façon, c'est que si on pense le vieillir en termes de temps, c'est donc une accumulation, une gradation progressive, continue. Chaque année, je prends une année de plus. Or, l'expérience de vieillir, c'est pas une gradation continue. C'est en fait un renversement souterrain. C'est que la vie, c'est d'abord un déploiement, et ensuite c'est une rétraction. Déploiement de quoi? Je dirais des possibles. Bon, si je ose une définition de vivre, je dirais vivre, c'est ouvrir des possibles dans sa vie. Au niveau du vital, à partir du potentiel vital, et puis à partir du vital, vers le vivant, des possibilités de vie, c'est pas? Donc, il me semble que vieillir, c'est pas une gradation comme ça, chaque année un an de plus, une accumulation. Là encore, la dernière page de Proust, n'est-ce pas, comme si on est sur des échasses, et plus ces échasses montent, plus on risque de tomber, n'est-ce pas? Non, je crois que ce n'est pas une gradation dans le temps, c'est une inversion secrète, qui est que il y avait un déploiement des possibles qui, peu à peu, s'inverse, produit une involution, une rétraction des possibles. Alors la question, c'est si la vie, c'est d'abord déployer les possibles, puis vivre l'inverse, la rétraction des possibles, est-ce que je peux échapper à cette image la plus banale, qui est vraie en partie, à savoir d'un progrès et d'un déclin, qui est, disons, qui est la logique même du vital. Est-ce que justement, à cette débord du vivant sur le vital, je peux échapper à cela? Quand je dis l'enfoncement dans l'âge, au fond, je prends enfoncement dans ces deux sens. L'enfoncement, comme on dit, ça creuse, et puis de plus en plus profond, comme on dit, on s'enfonce dans la crise, on s'enfonce dans la folie. Il y a de ça, bien sûr, par la perte du vital. Mais quand on dit s'enfoncer dans la forêt, c'est autre chose. C'est pas seulement tomber et s'enfoncer de plus en plus, ça devient plus risqué. On s'enfonce dans la forêt, il y a une sorte de découverte de, voilà, on ne sait plus très bien ce qu'on vit, mais justement, une possibilité d'inouï qui surgit parce que, comme on dit, s'enfoncer dans un bois, s'enfoncer dans la nuit, c'est pas, s'enfoncer dans la rêverie. Quand on s'enfonce dans la nuit, ou dans la forêt, ou dans l'âge, on avance plus à tâtons, plus attentif aussi, et je se garde. Le moindre craquement devient étrange, craquement en soi, n'est-ce pas? Bien risqué, mais peut tourner aussi à l'inouï. Alors, il y a un thème que je voudrais évoquer à titre de ressource, mais là qui m'oblige à me déplacer un peu, c'est le grand thème chinois quand même de nourrir sa vie, Yang. Bon, on cesse de dire qu'effectivement, il faut faire de la gymnastique le matin, et plus on avance en âge, plus c'est conseillé. C'est vrai. Simplement, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Et si je prends cette expression canonique de la pensée chinoise, nourrir sa vie, Yang, c'est parce que nous avons conçu nourrir, nous, en Europe, soit au sens propre, soit au sens figuré. Déjà, dans Platon, n'est-ce pas, on nourrit son corps par les aliments, ou on nourrit son âme. On nourrit son âme par la vérité, la plaine de la vérité, comme dit Platon, ou par la musique. Donc nous avons dédoublé le verbe nourrir. Un sens propre, un sens figuré. Pensez dans le contexte biblique, n'est-ce pas? La manne, les nourritures célestes, bref, tout ce qui est le pain de vie, enfin, tout ce qui est ce vocabulaire qui donc métaphorise, n'est-ce pas? Et considère la vie euh, à deux étages, ce que je ne vais pas faire justement la mise en rapport du vital et du vivant, pour ne pas être dans le dualisme, c'est donc, on a conçu une nourriture matérielle et une nourriture spirituelle. Ce qui m'intéresse dans la formule chinoise nourrir sa vie, c'est que justement, elle passe du vital au vivant. Sa vie, c'est pas seulement son corps. C'est donc quelque chose qui peut maintenir dans la tension de vie, donc, disons, en aspiration à la vraie vie, à la vie intense, sans rupture avec le vital, n'est-ce pas?
Donc, vous voyez, me paraît intéressant le fait qu'on peut, dans l'expression nourrir sa vie, c'est pas seulement le corps, c'est pas non plus l'âme, c'est nourrir le vivre dans sa capacité de se repossibiliser. Je vous cite une anecdote, parce que la pensée chinoise, il faut la porter au concept elle-même. Souvent, ce sont des anecdotes, n'est-ce pas, mais qui ont une profondeur incontestable. On demande un jour, c'est dans le Zhuangzi, euh, on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est que nourrir sa vie. En fait, en chinois, c'est pas nourrir sa vie, nourrir, vivre. Nourrir, vivre. Qu'est-ce que c'est que nourrir, vivre? Et l'autre répond, oh, vous savez, moi, je balayais à la porte du maître. Vous voyez, cette réponse modeste, modestie à la chinoise, si vous voulez, on se remet en retrait parce qu'on ne va pas faire de théorie. Mais il a tout dit, en fait. Balayer, eh oui, comme on dit balayer devant sa porte, il faut balayer devant sa vie. Si on veut vivre, si on veut nourrir le vivre, il faut balayer devant sa vie pour que la vie continue d'avancer, d'évoluer. Alors, oui, c'est le prince qui demande ça donc à un sage. Et bon, le prince ne se contente pas de cette réponse. Donc, il demande non, un peu plus loin. La réponse, c'est comme faire paître des moutons. Quand on en voit qui traînent à l'arrière, on les fouette. On les fouette, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas le pâtre qui est devant le troupeau, qui le conduit vers une vérité, vers une terre promise, etc. Non, le pâtre, il est derrière le troupeau. Mais quand il voit que ça traîne, que les moutons commencent à brouter ici et là, et font perdre la cohérence du troupeau avançant, puis on fouette. La question, c'est donc, qu'est-ce qu'il faut fouetter dans sa vie pour qu'elle continue d'avancer? Vous voyez que cette expression fouetter, elle se déploie du vital au vivant, puisque il faut fouetter, on sait bien que, au fond, la question c'est qu'est-ce qui tend à s'arrêter, à se bloquer, et donc porte la vie à ne plus évoluer, aller de l'avant, comme on dit, mais progressivement, bien, On peut le comprendre d'un point de vue, cet effet en Chine, d'un point de vue médical, n'est-ce pas? Mais on peut le comprendre aussi d'un point de vue moral, les fixations psychologiques, n'est-ce pas? On peut le comprendre d'un point de vue intellectuel, n'est-ce pas? Ne pas la pensée ne s'arrête pas comme ça dans une thèse dans laquelle elle s'enfermerait ou se bloquerait. Non, il faut fouetter tout ça. Il faut que ça continue d'avancer. Et vous voyez que donc dans ce continuer d'avancer, on va du vital au vivant. Et pour dire qu'au fond, la vie, c'est se maintenir en évolution, ne pas se laisser bloquer, arrêter et continuer de persévérer. Alors évidemment, s'il y a quelque chose qui porte ça du côté chinois, c'est l'idée que qu'est-ce qu'on nourrit? Nourrir sa vie, c'est quoi? Nourrir exactement son souffle, n'est-ce pas? Son souffle, chi. C'est-à-dire au fond, ce qui n'est ni seulement du vital, ni d'une autre vie ou d'une vie qui serait spirituelle, mais c'est, vous savez l'importance en Chine de la respiration. Donc au fond, la respiration, ben oui, c'est dans transition entre vital et vivant, et c'est ce qui circule en nous. Nous n'avons pas eu, faut quand même le penser, en Europe, nous n'avons pas conçu de philosophie de la respiration. Nous avons conçu le sujet, il est percevant, c'est la vue, n'est-ce pas? Les Grecs ont pensé la vue, l'objet, donc ce qui fait obstacle à la vue, bref, tout ce qui est le monde de la perception. Et encore dans la phénoménologie au XXe siècle, phénoménologie de la perception visuelle. On a laissé de côté donc la respiration, qui vaudra le grand axe de déploiement de la pensée chinoise, et qui fait donc comprendre que nourrir sa vie, c'est nourrir ce qui est cette vie déjà décantée, qui est la respiration, qui est ce flux de vie, cette capacité qui n'est plus matérielle dans des aliments, mais qui n'est pas non plus d'une autre nourriture, comme serait la manne dans le désert. Vous comprenez pourquoi, du côté chinois, on n'a pas pensé l'immortalité, mais la longue vie. Changshan, la longue vie, n'est-ce pas? La longévité. La longévité, parce que comment maintenir en vie comme ça des centaines d'années, puis progressivement, la vie comme ça se... Puisque la vie est comprise comme étant une concentration de souffle, énergie, chi. Et la mort, c'est une dissolution. Donc concentration, dissolution. Et comment donc entretenir, n'est-ce pas, cette capacité d'évolution bon, l'art de la respiration en Chine va dans ce sens. Là, une chose qui me paraît intéressante à ce sujet, c'est que il y a là aussi une anecdote d'une vieille femme de 90 ans qui a le teint d'un petit enfant. On lui dit, mais alors, comment ça se passe là? C'est pas qu'elle prenne des crèmes ou je ne sais quoi, n'est-ce pas? C'est simplement que elle a dégagé, décanté sa vie. Elle balaye, n'est-ce pas? Et elle dégage, décante quoi? Bah, souci du monde, des choses du monde, bref, du dégagement. Mais elle se dégage aussi de quoi?
du souci de la vie. C'est-à-dire que quand, pour déployer vraiment sa vie, la porter au vivant de la vie, il ne faut pas être soucieux de vivre, comme dit le Chinois. C'est-à-dire vivre à tout coup, à tout prix. Non, le vivre à tout prix détruit la vie. Donc il faut être dans une disponibilité, y compris à l'égard, pas faire de fixation, c'est le contraire du tout ça en avant, pas faire de fixation, et pas faire de fixation sur la vie elle-même. D'où vivre cette respiration de la vie et de la mort, n'est-ce pas? Qui vient, qui part, et qui fait qu'il y a une sorte d'animation du monde qui se fait à travers cela. Or, ça paraît important parce qu'aujourd'hui, il y a une époque où on a une sorte de fixation névrotique hein, sur le fait de se maintenir en vie le plus longtemps possible, cette fixation sur vivre. Et il me semble qu'il y a une sorte de pont là, ou de relation, comment dirais-je aujourd'hui, anthropologique, puisque au fond, le fait de ne pas vouloir toujours vivre plus, vivre à tout prix, penser que ce n'est pas en voulant vivre plus, vivre à tout prix, faire une fixation sur la vie, qu'on vit vraiment. Ce n'est pas de s'accrocher à la vie qui fait qu'on peut vivre. Mais plutôt, j'ai dit ça à la chinoise, accompagner la vie et dans son aller et dans son repli. Quelque part, ça fait quand même, bref, ça nous renvoie dans notre contexte. J'ai au début distingué les deux, nourriture matérielle ou nourriture spirituelle dans le contexte évangélique. Mais justement, si je reviens à l'évangile de Jean, quand il est dit qui aime sa vie la perd, je pense qu'on peut l'entendre aussi de cette façon. C'est-à-dire qui fait une fixation sur la vie perd sa capacité de vie. D'où cette idée qu'au fond, et c'est peut-être à je ne vais pas dire la chance, mais disons ce que nous offre le, euh, le vieillissement, l'enfoncement dans l'âge, c'est cette possibilité de dégagement. Il faut dégager. Dégager. Alors d'abord, je pense que ça a été dit un peu tout à l'heure. Il y a une chose qui change la vie, je crois, radicalement, et qui est à la disposition de tout le monde, c'est est-ce que je pense ou non ma mort? Est-ce que je la pense réellement? C'est-à-dire, est-ce que je réalise effectivement, alors que tout en moi porte à ne pas le faire, le fait que je suis destiné, je ne sais pas quand, c'est douteux pour la date, mais c'est indubitable comme fait de mourir. Parce que dès lors qu'on fait cela, aussitôt on constitue présent en français, à la fois actualité et don, n'est-ce pas? Entre ce moment où je réalise que je mourrai et le moment de ma mort, il y a un présent qui se constitue. Alors que le présent, c'est ce qui échappe le plus, vous le savez bien, enfin la philosophie l'a sûrement dit, euh, divisible à l'infini, ou disons le présent d'Augustin, celui de l'attention par rapport au souvenir du passé ou à l'attente de l'avenir. Non, l'idée, soudain, dès lors qu'on pose sa mort en face de soi, c'est vrai que se dégage un présent entre maintenant et ce moment de la fin. Donc, dégagement. Il me semble que, alors, il y a quelque chose qui se déploie comme capacité en nous, comme ressource en nous, euh, avec. J'avais écrit un petit livre sur la seconde vie. La seconde vie, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce qui mute dans notre vie qui fait que quelque chose se décale progressivement et fait apparaître des possibles qu'on n'avait pas envisagés auparavant. Second, c'est intéressant en français, c'est pas deuxième. Hein. Secundus en latin, c'est qui, c'est ce qui suit. Donc qu'est-ce qui suit? Vous voyez, comme on dit, Seconde République. On n'a pas dit Deuxième République alors qu'on dit troisième, quatrième, cinquième. Donc second est un terme intéressant parce qu'il dit au fond quelque chose qui suit, mais qui se décale suffisamment de ce qui a précédé pour s'en détacher et ouvrir des possibles qui n'avaient pas été précédemment envisagés. Second. Puis il me semble que là encore, c'est là qu'il y a un choix, n'est-ce pas? Euh, c'est pas une question seulement d'âge, mais est-ce que dans toute vie, quelque chose mute, se déplace, se décale, se transforme? Est-ce que je suis capable d'en prendre, de prendre ça en compte et de dégager ma vie de ce qui va rétrospectivement s'appeler une première vie, de façon à effectivement ouvrir des possibles qui ne s'est pas, disons, qui n'avaient pas été envisagés auparavant. Seconde vie. Au fond, la seconde vie, c'est cette capacité par rapport à ce qui est un déploiement des possibles et une rétraction des possibles, et bien justement de se décaler de cela,
de façon à pouvoir repossibiliser sa vie. Donc la question que je vois, c'est comment peut-on, jusqu'à la fin de vie, repossibiliser sa vie, n'est-ce pas? La recharger de possible, qui donc conduit à penser, bah, je crois qu'il y a quelque chose qui vient avec l'âge et qui n'est pas pensé par la philosophie, c'est la lucidité. La lucidité, c'est pas l'intelligence, c'est pas non plus la connaissance. Ça vient du dedans de la vie. Ça ne s'enseigne pas, ça ne se projette pas. Je ne sais même pas si ça se communique vraiment, mais c'est au travers des épreuves négatives qu'on a vécues, n'est-ce pas, pouvoir en tirer lux de la lumière, lucidité. Je trouve ce mot très important parce que c'est le terme même de la seconde vie. C'est que progressivement vient dans la seconde vie une lucidité qui fait apparaître du dedans même de la vie, par immanence, n'est-ce pas, eh bien, une lumière qu'on peut déployer. Lumière donc du ce qu'on appelle le dégagement. Le dégagement, il me semble que c'est ce qu'apporte le vieillissement, c'est que, ben oui, quand on est en EHPAD, dans la fin de vie, on est dégagé des affaires, on est dégagé de plein de choses. Et donc, ce dégagement qui permet de... alors, oui, alors là aussi, je me retournerai vers la pensée chinoise parce que, euh, toujours chez le même auteur, des courges énormes, tellement grandes qu'on ne peut rien en faire. Oui, parce que trop large pour qu'elles puissent contenir du liquide, trop plates tellement elles sont grandes qu'on puisse en faire des coupes, on les jette. Mais non, dit-on, il y a l'usage du non-usage. L'usage du non-usage. Ce qui ne sert à rien a de l'usage. Quand on est âgé, on n'a plus d'emploi du temps. Ben oui, mais justement, le fait qu'on n'ait plus libère, dégage quelque chose qui est une autre façon de gérer le temps, qui n'est même plus géré du tout, n'est-ce pas? Et qui est. Alors la réponse de mon penseur chinois, c'est de dire ces courges si grosses, n'est-ce pas, qu'elle ne peut pas contenir, si grosses que les parois sont fines, qu'elles ne peuvent pas servir de coupe, on peut les prendre comme des bouées et voguer avec elles sur les eaux. Voyez. Attendez, une bouée de ce qui alors, évoqué comme ça au gré des eaux avec ce qui n'a pas d'usage, l'usage du non-usage, n'est-ce pas? Il me semble qu'en fin de vie, comme on est sorti des emplois du temps, comme on est sorti de tout ce qui organisait, disons, et quelque part coincé la vie, eh bien, il y a cette capacité. Bon, je ne peux pas en dire plus parce que ce serait long, mais disons, je crois qu'il y a quelque chose. Alors, ça implique, pour penser cet usage du non-usage, notamment de sortir de la langue de l'être, qui est la langue de la détermination, de l'assignation, et comprendre cette fonction du vide qui n'est pas un vide de non-être ou de néant, mais qui est un vide d'évasement, dégagement, évasement, bref, tout ce qui fait que les choses deviennent indistinctes, mais par là même, eh bien, sortent d'une contrainte. Il est bon. À autre titre de ressource, je vais encore plus vite, j'appellerais la puissance de l'intime. Intime est un mot qui m'intéresse pour apporter au concept, parce qu'intime, c'est un très beau mot en français. Euh, D'abord, c'est un superlatif. Je vais prendre le latin, intus dedans, intérieur plus dedans, intimus le plus dedans. L'intime, c'est le dedans du dedans. Plus dedans que le plus dedans, c'est l'intime. Et je me demande si Augustin a une formule magnifique à ce sujet, parce que l'intime, donc intime, c'est un mot intense. Hein. À la fois, je dis mon intime conviction, le plus dedans du dedans de moi, je ne peux pas l'expliquer. Mon intime conviction, sens intime, sentiment intime, enfin. C'est donc ce qui est tellement en amont en moi, tellement au fond du fond, que je ne peux pas justifier, l'expliquer, etc. Mon intime conviction. Et on dit aussi bien, je suis intime avec toi. Nous sommes intimes. Donc intime est un mot qui fait communiquer à la fois le plus dedans du dedans de soi, au-delà même de l'intériorité, et puis la relation à l'autre. Je suis intime avec toi, nous sommes intimes. Et j'étais amené à l'opposer à l'amour, parce que l'amour, c'est je t'aime, tu m'aimes pas. Enfin, l'histoire des romans, n'est-ce pas? Mais l'intime, c'est indifféremment toi et moi, n'est-ce pas? Ça vient, c'est l'immanence. C'est la relation. Et quand on est intime avec quelqu'un, plus besoin de le dire, n'est-ce pas? Et l'intime est cette expérience qu'on a tous faite, n'est-ce pas? Qui est que quand on parle avec quelqu'un avec qui on est intime, on dit des riens. Il fait beau, qu'est-ce qu'on fait? Des riens. Mais ces riens laissent passer l'intime. Et en même temps, on se tait. Et ce silence laisse passer aussi l'intime. Et vecteur, facteur d'intime. Donc c'est ce moment de l'expérience où la parole et le silence s'équivalent. N'est-ce pas?
Et il me semble que justement, la question du vieillissement, c'est que est-ce que je m'isole à moi-même? Est-ce que j'ai encore rapport aux autres? Et il me semble qu'il y a une ressource de l'intime. Et à l'hôpital, quand on tient la main, quand on un regard sur l'autre, n'est-ce pas? Il y a l'intime qui passe. Et peut-être qu'il passe comme il n'est jamais passé précédemment. Un intime qui est donc pas, c'est pas la déclaration, c'est pas des phrases, non. J'ai même plus la force de parler, mais on dit en français, regardez dans les yeux. On ne se regarde jamais dans les yeux plus de 30 secondes ou une minute, parce que c'est indécent, c'est malséant, c'est bref. Et les yeux sont faits pour cligner ou, voilà, on regarde ailleurs. Même si on dit, regardez-moi dans les yeux comme formule de franchise. Mais justement, dans l'intime, on peut regarder quelqu'un dans les yeux pendant des heures, n'est-ce pas? Donc ce regard intime, à l'hôpital, en fin de vie, tenir la main, n'est-ce pas? On ne peut plus parler, me paraissent des moments où peut circuler un intime qu'on avait souvent ignoré précédemment euh, dans sa première vie, où c'est la conquête, la possession, bref, la puissance du désir qui nous porte. Mais avec ce retrait justement du désir, est-ce qu'il n'y a pas ouverture sur une capacité qu'on n'ignorait pas, mais qui néanmoins était, euh, disons, restée recouverte, comme je parlais tout à l'heure, de découvrement. Alors, il a été dit ce matin, une belle formule, c'était vivre sa mort. Je m'interroge dessus, parce qu'il me semble qu'on ne dit pas sa mort, parce que sa mort, on ne la connaît pas. Mais on peut vivre mourir, par contre. Et je voudrais distinguer les deux, la mort et mourir. Bon, d'abord, je dirais que c'est quand même un mauvais symptôme de notre époque que de vouloir éviter de penser la mort, de ne la penser que forcée, de ne l'aborder qu'en fuyant. Car auparavant, la mort était ostensiblement présente dans la vie. On pouvait mourir à tout bout de champ, au coin de la rue, n'est-ce pas? Un coup d'épée, c'était fait. Oui, moins chez nous. Euh, dans les supplices, la mort était exhibée. Mais bon, quelque chose qui relève un peu du principe de précaution l'a emporté, qui fait que la mission première de la société, c'est de rassurer. Comme si on pouvait indéfiniment repousser la mort, et puis la médecine aussi, quelque part, nous y fait penser. Et je suis frappé quand même du fait qu'il y a quelque chose comme malséant d'évoquer la mort en face. La question que je poserai tout simplement, comme la mort est de moins en moins soutenue par le rituel, elle est portée à se cacher et se fait clandestine. Est-il donc devenu honteux de mourir? Alors, en même temps, ça s'oppose au grand thème de la philosophie, que philosopher, c'est apprendre à mourir. Enfin, c'est le grand thème qui a traversé la philosophie et qui a suscité une révolte contre lui. Puisqu'il a dit non, non, philosopher, c'est pas apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. On a opposé les deux. En fait, les deux communiquent. C'est pas une opposition entre apprendre à vivre et apprendre à mourir, mais c'est simplement que, et j'aurais plus, alors, très souvent, on se maintient une sorte d'entre-deux, n'est-ce pas? Qui a un fond de croyance, qui fait que, bon, on évite d'y penser, mais on y pense un peu, n'est-ce pas? C'est pas la révolte contre non, c'est pas apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. Et qu'il y a quelque chose sorte en cours de vie, une sorte de, on se fait à la mort, on s'y fait comme on s'y fait, bon, parce que, sans vraiment en faire l'objet d'un débat, mais on s'y fait. Alors, ce que je voudrais, c'est distinguer d'abord entre, mais c'est ma fin, donc ce d'abord est de- d'achèvement. Euh, ce qui est en question, ce n'est pas la vie, c'est vivre. Et ce n'est pas tant la mort que mourir. C'est la mort reste dans l'ordre des généralités. Seul vivre ou mourir me concerne en propre personnellement. Ma mort, en fait, dit un état qui relève d'un constat. Il est mort. Pas moi, je ne peux pas dire je suis mort. C'est il est mort. C'est l'autre qui le dit. Ma mort, en mettant fin à ma vie, est donc comme extérieure à moi. Quand je suis mort, je ne le sais pas. Je ne suis plus là. Ce constat est celui des autres. La mort n'existe, dernier glas, que pour ceux qui engravent le jour sur la tombe. Mais mourir est ce qui compte le plus pour moi, et même devient progressivement avec l'âge la vérité de ma vie envahissant ma vie. Je ne sais rien de ma mort, je ne vis pas ma mort, mais je vis mourir.
C'est cela, vieillir. C'est-à-dire, quand je dis ma mort, l'expression est douteuse. Ce possessif ultime est un paradoxe. Et même il se contredit. Comme si c'était encore à moi. Comme s'il était encore à moi ce qui précisément défait ce moi. Comme s'il y avait encore un moi pour s'attribuer quoi que ce soit. Ma mort ne m'appartient pas. Mais mourir est mon devenir. Or, on a cherché à justifier la mort depuis la nuit des temps. Mais comment vit-on mourir? Vous me laissez encore 2 minutes? Une. Bon. Une et demie. Merci. Bon, j'aurais pu dire deux choses. La première, qu'est-ce qui change? C'est qu'avant, on avait en tête une certaine conception de la mort qui venait du milieu, de la société, de l'époque, et ça. On était mis dans une idéologie de la mort. Maintenant, c'est plus vraiment le cas, parce que la culture s'est mondialisée, parce qu'on voyage dans la pensée, et qu'on a tous plus ou moins en tête des façons de penser la mort. Il y a des conceptions de la mort qui sont plus ou moins rivales dans notre tête. On les connaît plus ou moins, mais néanmoins, bon, entre la vision bouddhiste de la mort comme illusion, et puis la vision chrétienne, au contraire, de la mort comme événement existentiel, n'est-ce pas, confronté à la résurrection, etc. Je voulais simplement proposer une idée, mais je n'ai pas le temps de la développer, c'est je crois qu'on peut ranger toutes les conceptions de la mort selon une arête principale, qui est soit en termes de sens, soit en termes de cohérence. Ce matin, j'ai été frappé du fait qu'on dise toujours le sens de la vie. C'est une formule culturelle. Si je passe du côté de l'Extrême-Orient, on ne dit pas le sens de la vie. Ça ne se dit pas en chinois, n'est-ce pas? On dit valeur, on dit importance, on dit intérêt, mais sens. Ce que vous avez évoqué ce matin, Dr. Franck, entre les trois sens du beau sens, n'est-ce pas? C'est une affaire à nous. C'est de notre culture qu'on le dit, n'est-ce pas? Signification ou destination ou sensible, n'est-ce pas? Mais ça, c'est une affaire européenne liée à celle de la vérité. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais le texte serait infini. Mais disons, je pense qu'on peut penser la mort soit du point de vue du sens, soit tout autrement, du point de vue de la cohérence. Cohérence, alors, cohérence est compris habituellement comme étant le support du sens. Ça a du sens parce que c'est cohérent. Non, pensez la cohérence comme, à partir du sens latin, cohere, ça te fait tenir ensemble. Il y a tout un discours sur la mort qui est que la mort tient ensemble avec la vie. Ça marche ensemble. Comprendre la mort, c'est la prendre avec la vie. Ou comprendre la vie, c'est la prendre avec la mort. Bon, je n'ai pas le temps de développer par des exemples de cela, mais disons, il me semble qu'on peut ranger un peu les conceptions de la mort selon cet axe. Soit la logique du sens, soit la logique de la cohérence. Celle du sens dramatise, celle de la cohérence dédramatise. Selon la pensée du sens, la mort c'est le mal. Selon la pensée de la cohérence, la mort c'est le négatif. Bref, je crois que on peut répartir ces conceptions de la mort selon un axe principal, logique du sens ou logique de la cohérence. Logique de la cohérence, celle qui est un peu sous-développée, je dirais, dans la pensée européenne, parce que, mais qu'on retrouve en amont de la philosophie, où ces premiers penseurs d'avant Socrate, quand Héraclite dit Dieu est jour-nuit, guerre-paix, hiver-été, sieste fin. Dieu, pour Héraclite, c'est prendre les deux ensemble. Et donc je prends la vie avec la mort avec la vie. Je ne peux pas séparer l'un de l'autre. Donc conception qui dédramatise au lieu de cette dramatique du sens qui fait rencontrer l'absurde, qui fait rencontrer donc la logique du salut, etc. Bon, excusez-moi de ce etc. qui est très insolent, son sujet, mais on trouve toute justification de la mort qu'on peut. Je vais simplement poser une question. Est-ce que la vie sans la mort ne serait pas invivable? Bon, pour moi, c'est ce qui m'apparaît. C'est pas si on était dans la saturation du vivre, s'il n'y avait pas du creux, de la faille, du manque, etc., est-ce que on pourrait vivre sans la mort? Mais invivable au sens le plus élémentaire, hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas une nuit de la vie si nous ne mourions pas? Une nuit de la vie, comme on parle de la nuit de la mort? Est-ce qu'il n'y aurait pas si vous voulez, une sorte de saturation qui fait que, d'abord, nous n'aurions plus le sentiment de vivre? Je trouve la formule très forte, n'est-ce pas, celle de Bichat quand il dit que euh, vivre, c'est dire non à la mort, résister à la mort. C'est vrai au niveau du vital, c'est vrai au niveau du vivant, n'est-ce pas? Dire non à la non-vie. Mais il me semble, qu'en tout cas, je la pose comme ça, mais il me semble que sans la mort, la vie est invivable. Bon, première chose. La seconde, sur la mort, toute l'édification a été donnée, mais sur mourir. Je crois que mourir à penser tout autrement. Parce que mourir, c'est en fait ce qui fait apparaître la pensée de la subjectivité.
la subjectivité infinie. Et pourquoi subjectivité infinie? C'est que mourir, c'est quitter. C'est quitter. Il y a une tristesse infinie de quitter. Et là, il y a quand même un texte qui le dit, plus que tout autre, c'est quand même le récit de la mort de Jésus. On oppose les deux morts, le mort de Socrate, mort de Jésus. C'est quand même frappant, c'est que la mort de Socrate, elle est sereine. Socrate, qui n'est qu'un homme, est confiant. Jésus, Dieu, n'est-ce pas, est désespéré. Dernière phrase de Jésus dans l'évangile de Marc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la dernière phrase. Je trouve l'évangile sublime d'avoir gardé cette phrase, la dernière phrase. Parce que dans les 4 évangiles, il y en a qu'un qui évoque Jésus du point de vue de son sentiment intérieur. Et cette phrase, d'avoir gardé cette phrase comme l'ultime phrase de Jésus, donc homme, fils de Dieu. Donc pour qui? Parce on dit deux choses, euh, j'ai dit quitter, j'ai pas dit partir. Il faut poser les deux. Quitter, c'est pas partir, parce que partir sous-entend qu'il y a un ailleurs possible. Non, non pas partir. Il est parti, mais quitter. Quitter, euh, et quitter, c'est l'épreuve d'une tristesse, je dis, infinie. C'est ce que dit si fortement le texte de l'évangile de Marc. Donc, c'est l'émergence de quoi? C'est l'émergence de la subjectivité. Euh, il y a une chose que je trouve fausse dans Spinoza, excusez-moi de le dire aussi vite, mais Spinoza conçoit son éthique à partir de 2 affects, la joie et la tristesse. Comme si c'était 2 affects qui se répondent l'un à l'autre, positif, négatif. Non, la tristesse n'est pas l'autre de la joie. La joie intense, tristesse infinie. Donc les deux ne se rangent pas comme ça, en vis-à-vis. Non, je pense qu'il y a une expérience infinie de la tristesse que découvre mourir. Et en même temps, dans cette tristesse infinie, se découvre quoi? L'infini de la subjectivité. Et donc, c'est en même temps une sorte de révélation euh, que cet infini euh, émerge, infini de la subjectivité, qui est donc ce qui est l'intime, je reviens au terme, n'est-ce pas? Ce superlatif du dedans qui se découvre alors. Je dirais simplement que, à mon sens, mourir fait rencontrer une chose que j'ai nommée l'incommensurable. J'essaie de porter ce terme au concept parce que l'incommensurable, donc il vient des mathématiques ce terme, hein, je ne l'invente pas, c'est qui est sans commune mesure. Ben, voilà, le mourir fait apparaître du sans commune mesure, de l'incommensurable, et nous le vivons tous quand nous sortons du cimetière. C'est-à-dire que quand on sort du cimetière, on se remet à bavarder, on dit des choses. Pourquoi on dit des choses? Ben, pour rentrer dans le commensurable. Parce que c'est passé quelque chose qui était incommensurable. Donc, ce n'est pas de l'ordre forcément du mystère ou de l'absurde, enfin, toutes ces projections idéologiques, mais il y a effectivement l'incommensurable dit un hiatus. Ça, c'est pas bord à bord. Eh ben, l'expérience qu'on vit comme ça, et dans ce silence, c'est pas seulement du respect, mais au cimetière, c'est quelque chose qui n'est pas bord à bord. Ça ne se touche pas. Comme le nombre pi, n'est-ce pas? Comme les nombres incommensurables. Comme, si vous voulez, oui, ce qui ne se touche pas, c'est la fameuse peinture de Michel-Ange entre le doigt de Dieu et le doigt de l'homme, n'est-ce pas? Ça ne se touche pas. Quelque chose qui... Voilà, il y a un petit vide qui est là. Donc, l'incommensurable me paraît peut-être un concept pour prendre en charge cette expérience à penser dans ce qu'elle découvre, au sens de retirer ce qui court. Alors, on l'investit de religieux ou pas, on peut le garder à vif comme tel, cet incommensurable qui fait que, ben oui, l'humain, ce qui s'est promis en humain, a ouvert de l'incommensurable dans le monde. Il a décoïncidé de la nature, de l'ordre du monde. Il existe au sens que tout en étant dans le monde, il peut se tenir hors du monde, non pas notre monde, mais hors du monde, dans un débord par rapport au confinement dans le monde, et l'incommensurable est une façon de le désigner. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé, avec votre regard non médical, de ce qu'est la vie de votre point de vue, de celui des Chinois, de celui des Grecs, pour éclairer notre réflexion sur la place de la mort qui est le dernier acte de notre vie. Je voudrais, à partir de ce que vous nous avez dit, lancer la discussion et demander à toutes les personnes qui sont là
de vous poser des questions et après, nous reviendrons au cours de la discussion sur les exposés qui ont eu trait plus directement à ce qu'est la nature humaine actuelle, à ce qu'est la dignité humaine, à ce qu'est l'auto-célébration de l'individu dont la question du genre nous a parlé ce matin. Question, Je reste là. remarque. Je reste là? Oui, oui, pour l'instant, oui. Alors je m'attache. Personne. Madame Ollier, si elle veut. Madame Ollier, si vous voulez venir vous asseoir, non? Madame Bousquela, si vous voulez venir vous asseoir pour répondre aux questions, si vous voulez prendre la parole. Plus fort, plus fort. Vous avez cité Woody Allen au début de votre exposé. On pourrait le citer maintenant aussi quand quand vous avez dit que la vie avait besoin de la mort. Woody Allen a dit que l'éternité c'était très très long, surtout à la fin. Oui. Et je trouve que Oui, si je peux revenir là-dessus, je vous dirais au fond, il y a une phrase qui m'a fait Parlez dans réfléchir. le micro. Pardon, il y a une phrase qui m'a fait réfléchir à cet égard, c'était la phrase qu'on trouve dans Freud, mais qu'il prend à Goethe. Rien de plus insupportable qu'une série de beaux jours. Qu'une série de beaux jours. La phrase est en Freud, reprise de Goethe, n'est-ce pas? Rien de plus insupportable qu'une série de beaux jours. On s'y arrête un peu, on voit que c'est ce qu'il dit là, si vous voulez. Donc, l'invivable de la vie sans la mort me paraît quelque chose de avoir en face. Oui, effectivement. Euh, L'idée est banale qu'il faut la mort. Il faut la mort. Alors, après, je sais pas, la mort et mourir. Il faut la mort. La philosophie n'a cessé de la justifier par tous les arguments, et les arguments qui ont raison. Mais il y a mourir. Encore une fois, la mort, c'est pas, me concerne pas, je suis plus là. Mais mourir, oui, c'est ce qui me concerne, et de plus en plus, c'est même, voilà. Je vous ai cité Montaigne, vivre, c'est apprendre à mourir. J'aime beaucoup cette phrase. Mais je pense que quand on se rapproche de la mort, vous avez parlé d'aller à l'essentiel, d'ouvrir le champ des possibles. C'est aussi cultiver son jardin. Alors, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Oui, quand Montaigne dit vivre, ça apprend à mourir, c'est un vieux thème de la philosophie. Il n'est pas le premier à le dire. Pardon. Quand Montaigne dit vivre, c'est apprendre à mourir, c'est un vieux thème de la philosophie. Là, c'est le Montaigne, il connaît bien les stoïciens, qui connaît bien toute la tradition antérieure. Donc, je dirais que ça n'apporte pas grand-chose, à mon sens. Parce qu'on l'a dit avant lui. Par contre, je citais le dernier essai de l'expérience, titre important, de l'expérience. Quand il dit que, alors qu'il est en extrémité de vie, que quand à un moment, sa maladie se relâche, là, le moment, il ne le passe pas. Il le tâte, il le retâte. Cette façon de s'enfoncer dans le moment pour en éprouver toute sa capacité, n'est-ce pas? Donc il y a, si vous voulez, le Montaigne des formules de sagesse, mais je dirais, c'est pas vraiment de lui. Et puis il y a le Montaigne, surtout le dernier essai, de l'expérience, où il dit qu'est-ce que c'est que ces derniers instants qu'il vit, n'est-ce pas? Et qui font apparaître un jeu, sujet, n'est-ce pas? Une façon de dire je le retâte, ce temps qui passe, n'est-ce pas? Qui me paraît, disons, comme le jeu aussi de Rousseau dans la cinquième rêverie, qui dit vraiment le plus haras que peut être l'expérience, le plus à vif, le plus haras, si vous voulez. Et sans plus de discours, sans plus de sentences bien frappées, sans plus tout ce qui est un peu la rhétorique qui a tellement recouvert la mort, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on peut aborder le fait de mourir sans plus de rhétorique, au ras de la parole, et donc la garder au mieux de tout recouvrement rhétorique, idéologique, etc. Moi, c'est là la question. Parce que apprendre à mourir, on a dit l'inverse après.
Enfin, chez Spinoza notamment, n'est-ce pas? Non, c'est pas apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. Les deux, en fait, communiquent, n'est-ce pas? Apprendre à vivre pour apprendre à mourir pour apprendre à vivre. Au fond, je me défie un peu de tout ce qui est ce parler sentencieux, de consolation, qui veut hardir, qui veut faire qu'on tienne bon, n'est-ce pas? Et est-ce qu'il ne faut pas essayer d'écouter au mieux, au plus près, ce qui est disons, ce qui se trouble en nous infiniment avec le mourir, et qui fait que moi je suis amené à séparer fortement les deux, la mort et mourir. Voilà, j'appuie sur le micro. Formidable votre conférence, merci beaucoup. En tout cas, très apaisante. Et la question que je me pose, c'est, on n'a plus besoin de parler d'euthanasie alors, de demande d'euthanasie, Ah, j'ai évité plusieurs mots. J'ai évité euthanasie, bien sûr. j'ai évité dignité. Alors je sais que c'est coûteux, mais c'est pas au nom de la dignité que moi je réagis dans cette affaire. Je préfère le vivant. Vivant, Bah c'est oui. l'idée du vital, n'est-ce pas? C'est-à-dire dire non à la non-vie. Dire non à la non-vie. Vivre, c'est dire non à la non-vie, hein. Donc c'est résister à cette non-vie qui nous envahit. Voilà. Encore une fois, Proust, c'est pas besoin On de est la à mort pour l'opposé de dépouiller la la vie. demande d'euthanasie. La vie dépouille la vie. Donc, résister à ce dépouillement de la vie dans sa vie, évidemment, avec l'avancement dans l'âge, ce dépouillement au niveau du vital est de plus en plus grand, mais c'est se résister, se dire non. C'est pas tant pour moi à faire de dignité, parce que dignité, valeur, tout ça, mais comme ça, une notion de sens. Le sens, pour moi, c'est une vision culturelle particulière, mais disons, tant de cultures ont vécu sans se situer dans la question du sens. Oui, la question sens de la vie, qui, si j'étais resté dans le contexte européen, m'aurait paru évidente, aller de soi, nécessaire. En fait, je découvre avec une façon très idéologique de représenter les choses. Bruno Front. Oui, François, au moment où vous nous faites attirer l'attention sur du vital au vivant, j'aurais envie de relire la phrase de Fiat que j'ai dite ce matin qui va tout à fait dans ce sens. Au chevet de celui qui meurt, il ne s'agit pas tant de faire quelque chose que d'être là, tant de dire que d'écouter. Y a-t-il possibilité de découvrir au dernier moment des potentialités cachées de l'être, une lumière nouvelle que la vie active ou vie affairée semble vouloir éteindre? Absolument. Si tu peux me permettre de commenter votre commentaire, je dirais au fond, il y a plusieurs choses. D'abord, le fait que ce soit en termes de possible qu'on en parle. Et je dirais même à deux niveaux. Potentialité du vital et possible du vivant. Le possible et possible du vivant se déployant à partir de la potentialité du vital. Parce qu'au fond, ce que je suis au départ, c'est je suis un potentiel de vie, au niveau du vital. Mais ce potentiel vital, je le déploie en possible de vie, de vraie vie, de vie vivante. Et puis ce que vous décrivez là, c'est exactement l'intime. Au fond, cette présence qui, disons, n'a pas besoin de parler, le fait d'être là, proche de l'autre, c'est ça l'intime. C'est-à-dire, c'est le plus dedans du dedans de moi qui communique avec le plus dedans du dedans de l'autre. Et donc un sentiment de l'humain qui est partagé là, à vif, et qui n'a pas besoin de se dire, de se commenter, enfin bref. Moi, ce qui me paraît important, c'est ce qui peut échapper à l'idéologie. Vous avez évoqué ce matin tout l'ordre des représentations, n'est-ce pas? Bien sûr, il est là. Est-ce qu'on peut justement, dans cette expérience extrême du mourir, essayer de se dégager, justement parce qu'elle est extrême cette expérience, se dégager au mieux du culturel, des représentations, de tout ce qui conditionne du dehors notre pensée, notre vie. Et il me semble quand même que le résultat de ça, c'est qu'on comprend on peut vivre tout autrement sa mort, le mourir. Au fond, c'est pas du choix, simplement, je crois que, vous voyez, ce contre quoi je voudrais résister, c'est l'idée d'une sorte de fatalité dont le mourir serait le dernier point. Il y a bien sûr de l'inéluctable, mais cet inéluctable, il peut être travaillé et il peut, disons, être orienté vers un déploiement. Ben, lucidité, vous citez aussi le mot lumière. Et la lumière, la lucidité, c'est la lumière qui vient du dehors. Et ce n'est pas une lumière béate, c'est une lumière qui vient du négatif traversé. On devient lucide. On ne peut pas devenir lucide. On peut éprouver plein de choses douloureuses sans devenir lucide. Et si on devient lucide, eh bien quelque chose, c'est donc une lumière qui n'est pas forcée, qui vient du dedans de l'expérience, par immanence. Et je trouve qu'au fond, peut-être la chance de notre époque,
c'est comme on n'est pas dans une seule conception de la mort, qu'on peut circuler entre différentes cultures, etc., on a plus de jeux et de manœuvres pour, disons, décaper la pensée du mourir de l'idéologie qui la découvre. Ce qu'elle appelle découvrement. Isabelle Lepère, Oui. on vous écoute. Oui, je voulais reprendre, par exemple, Guylaine, tu pourrais nous parler de la demande d'amour dont tu parlais tout à l'heure et de cette transfert d'amour, finalement, qui est la demande d'euthanasie. J'ai pas très bien compris. Tu sais, tu as parlé de la demande d'amour, Oui. d'euthanasie, voilà, et du transfert d'amour, finalement. Oui. Voilà, tu pourrais un petit peu en parler. Demande et transfert, c'est pas forcément pareil. Euh, je sais pas si je peux en dire plus. On sait que toute demande est une demande d'amour. Celle-ci ne fait pas exception, même si ça paraît très paradoxal, puisque c'est demander la mort. Mais justement, c'est peut-être c'est peut-être le la demande d'amour dans sa plus simple expression, mais dans sa plus pure expression, peut-être. Je sais pas, j'ai cette idée. Pierre de Valais, en visio. Oui, Tu as la merci. parole. Oui, je voudrais rebondir même sur justement ce que vous venez de dire, madame. Et ce que a dit monsieur Julien, c'est pour se référer à un texte de Sénèque, je vais vous, qui dans les De Beneficiis et les bonnes actions. Pourquoi doivent-je avoir une reconnaissance supplémentaire envers le médecin et le professeur et ne suis-je pas quitte envers eux en les payant? C'est parce qu'ils sont passés du statut de médecin ou de professeur à celui d'ami et que nous leur devons quelque chose non pas pour leurs compétences qu'ils vendent, mais pour les sentiments personnels qu'ils nous témoignent. Du coup, si le médecin ne fait que me tâter le pouls, en me comptant parmi ceux qu'il voit en vitesse dans sa tournée, en me prescrivant sans aucun sentiment ce que je dois faire ou éviter, je ne lui dois rien de plus parce qu'il me voit comme un client et non comme un ami. Et je pense que ce que M. Julien disait sur les dernières minutes qu'il faut absolument préserver, c'est justement demande ou transfert d'amour, c'est tant qu'il y a la moindre chance de recevoir ou de donner ou de sentir un lien d'amour, d'amitié, bref, de reconnaissance entre deux êtres humains, je pense que c'est la définition même de l'accompagnement de fin de vie qui n'a rien à voir avec une administration gérée de façon bureaucratique par des nouveaux bourreaux qui n'ont aucun sentiment personnel pour le patient ou le citoyen qui ne demande qu'à quitter cette vie. Il y a Madame Roman en vidéo aussi qui demande la parole. Oui, ma question s'adresse plutôt à Madeleine Guédan, euh, mais aussi à Monsieur Julien. Voilà, la question concernant les adolescents en demande de transidentité, je me suis demandé si, et j'aurais souhaité que Madeleine puisse en dire quelque chose, est-ce que ce n'est pas pour vous comme si ces adolescents voulaient nier, éradiquer complètement le sexuel en eux et avec tous les attributs quand même bien sympathiques qui y sont liés, c'est-à-dire voilà, le côté plaisir, le côté orgasme, pour précisément en arriver à dépouiller toute vie et pour aller du côté d'une espèce de non-vie. Comme si, effectivement, si le réel du sexuel n'est plus là, alors qu'est-ce qui reste? Il reste le vivant et le mourir, et plutôt du côté du mourir, finalement. Alors, c'est ce que j'ai essayé de dire, puisque s'ils veulent être un, comme je l'ai soutenu, c'est justement pour nier la rencontre entre
deux sexes, peu importe s'ils sont différents ou le même, mais c'est abolir la rencontre, c'est-à-dire tout ce que vient de dire Monsieur Julien, mais qui a été dit aussi par Gisèle et aussi Ghislaine, pardon, et aussi par Josette, c'est-à-dire dans la mesure où on est replié sur son narcissisme, c'est fini, il n'y a plus cette rencontre. Alors c'est le sexuel, bien sûr, mais c'est surtout la rencontre, l'altérité. On a supprimé l'altérité. Et donc, c'est de soi à soi et finalement, enfin oui, on fuit la rencontre. Alors, c'est le sexuel de la rencontre, mais c'est un peu gênant de dire comme ça. En fait, on fuit la rencontre avec l'autre, c'est-à-dire l'humain. Je le mettrais plutôt de ce côté-là, même si c'est à travers le rabattement sexuel. Voilà. Je ne sais pas si ça dit. Je pense Oui, madame. Oui, on a entendu des exposés, bon, extrêmement riches, mais il me semble que la question de la mort est très différente malgré tout si on pense en tant que médecin, ce que je trouvais, ce qui est mon cas, ou si on pense en tant que personne ayant atteint le quatrième âge, ce qui est mon cas, ou le moment de la mort. C'est des choses tout à fait différentes. Alors, par exemple, être entouré, avoir des nouveaux amis, tout ça, c'est merveilleux pendant la vieillesse. Mais le moment de la mort, c'est autre chose. Et puis, en tant que psychanalyste, alors là, c'est encore autre chose, parce que ce dont Freud a parlé dans la pulsion de mort, c'est pas de la mort, c'est pas du cadavre, c'est de l'inanimé. Et l'inanimé. Et pour moi, pourquoi c'est essentiel de différencier? Parce que l'inanimé, c'est le support de la vie. Il n'y a pas de lettre qui ne soit écrite sur un tissu vierge. Il faut d'abord un premier objet inanimé avant qu'il soit animé par ce qui va écrire quelque chose dessus. Il n'y a pas de, il n'y a pas de but, il n'y a pas de filet qui n'ait réussi son but si une balle ne rentre pas dedans. Vous voyez, etc., etc. Et cette notion d'inanimé, est-ce que vous pourriez nous aider par la pensée chinoise à lui donner une place? Quelle est la place dans la pensée chinoise de l'inanimé et pas du cadavre? Si c'est à moi que la question se pose, je dirais simplement, là, ça demande aussi un peu de prudence et de patience parce que faut penser à la notion d'âme. Or, c'est un écart entre pensée européenne et pensée chinoise que la pensée de l'âme. Nous avons pensé, nous, une âme qui peut être séparée du corps, il y a un nom propre, psyché, par rapport à soma, bon, bref, et l'idée d'une âme qui se libère du corps. Donc, et la question dans la pensée grecque, c'est est-ce que l'âme a un statut d'être qui lui permet d'être une fois que le corps est mort? Le fait donc Platon. Et je dirais c'est un choix de pensée. En Chine, il y a plusieurs mots d'abord pour dire ce que nous traduisons, nous, par âme. Et d'autre part, comme il n'y a pas de pensée de l'être, donc d'un statut d'être de l'âme, si vous voulez, cette rupture animée-inanimée ne joue pas comme ça. Il y a, je dirais, de l'animation. L'animation, parce que le souffle, l'énergie, chi, n'est pas anime par la respiration, bref. Mais il n'y a pas cette coupure que produit le mot d'âme dans la pensée européenne. L'âme par rapport au corps, si vous voulez. La grande opposition, soma, le corps, et psyché, l'âme. Donc, si vous voulez, mais c'est comme la question du sens, la question de l'animation. Bon, comme disait Bruno France ce matin, c'est un certain langage, un certain ordre d'orientation. Il y en a d'autres. Et personnellement, si je passe du grec au chinois et réciproquement, c'est justement pour prendre du recul à l'égard de nos propres orientations, non pas pour les critiquer mais pour, disons, voir ce qu'elles ont de possible culturel singulier. Donc, je crois que ça, c'est une pensée, l'idée de l'inanimé posée à l'animé, à titre d'état, c'est vraiment une pensée de notre culture. Donc, si vous me demandez en Chine, je vous dirais
c'est l'animation, c'est le verbal, c'est qui est en jeu. Pourquoi? Parce que simplement, si je résume la pensée d'un coup, c'est de dire qu'au fond, qu'est-ce que je suis? Je suis une condensation et une actualisation de souffle-énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le contexte chinois, qu'est-ce que je suis? Je suis une actualisation, condensation de souffle-énergie. Et la mort, c'est une dissolution de ce souffle d'énergie qui rejoint le grand fond, n'est-ce pas, le grand vide du monde, du fond indifférencié des choses. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de statut ontologique. Ce qui fait l'écart principal, c'est que soit il y a une langue de l'être, avec des statuts d'être, soit il n'y a pas, c'est pas une langue de l'être, et donc c'est une pensée du flux, de l'évolutif, de... Non, non. C'est pour ça qu'on n'a pas pensé l'immortalité, mais la longue vie, n'est-ce pas? Et se nourrir sa vie que j'évoquais comme ça trop rapidement, c'est justement, c'est pas le corps, c'est pas l'âme, c'est l'élan de vie, le fait que la vie ne cesse d'avancer, d'évoluer en avançant, etc. C'est là l'intérêt, si vous voulez, de sortir d'une langue, la langue indo-européenne pense en termes d'être, la langue grecque, c'est ça, l'ontologie, et du côté chinois, non. Il n'y a pas cette pensée de l'être. Donc on est dans ce qui est si difficile de dire, parce que comme on parle dans nos mots à nous, n'est-ce pas, qui est, qu'est-ce qu'une pensée qui est passée à côté de la pensée de l'être, et qui pense, parce que c'est aussi une langue qui n'a pas de déclinaison, une langue qui n'a pas de conjugaison, donc tout ça, qui n'a pas de morphologie, quasiment pas de syntaxe. Donc, qu'est-ce que c'est que cette possibilité d'évoquer le flux, ce qu'appelle nous le flux, n'est-ce pas? Qui est donc qui ne se laisse pas couper ni en niveau d'être, ni en moment comme ça, puisque la mort, comme on dit en Chine, comme dans le Nasus, c'est la grande transformation. Alors, quand on pense la mort, non pas comme passer de l'être au non-être, avec tout ce que ça suppose, n'est-ce pas, de grandes scènes de lever, de baisser de rideau, mais qu'on pense que la mort, c'est la grande transformation d'un roi, ça change les choses. Donc, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est qu'au fond, c'est ce qu'on dit à l'infini, même ad nauseam de la pensée chinoise, c'est la sérénité, c'est la sagesse, c'est tout ce qui est cette sorte de pensée qui ne pense pas en termes de début et de fin, ou en termes de niveau d'être, etc. Si vous enlevez essence, substance, si vous enlevez tout ça, qu'est-ce que vous avez? Ben, une interaction de vide et de plein, comme les poumons qui se remplissent et qui se vident, mais ce n'est pas du vide de néant, de non-être. C'est ce vide qu'il faut pour que le plein puisse remplir son plein effet, pour éviter la saturation. Donc, si vous voulez, il faut quand même déplacer tout ça. Je crois que la chance de notre époque, c'est qu'on peut justement circuler entre des langues pensées diverses. Et donc, ce n'est pas relativiser notre façon de penser, mais on voit qu'au fond, une culture, c'est certaines possibilités qui ont laissé d'autres possibilités de côté et passer à côté du verbe être, ou alors faire le choix de l'être, enfin le choix, être dans la pensée de l'être, ça change la façon de penser, y compris de penser mourir. Je poursuis. Hélène Priest de l'Association pour le maintien du lien psychique en soins intensifs et réanimation. Donc, je voulais particulièrement, sincèrement remercier tous les intervenants pour nous aider à penser. Hein. Tout au long de la journée, j'ai eu l'impression que parfois je m'arrêtais sur des mots que je refusais, comme euthanasie, dignité. Et puis, plus particulièrement dans les exemples et votre intervention, Monsieur Julien, je trouve que ça nous aide à penser quelque chose. Dans ces services-là, tout est fait pour réanimer, je reprendrai bien ce mot-là d'animation, et en même temps, on se heurte à cette mort, et que c'est ce champ de, je dirais, en chantier de ces lois de l'euthanasie ne sont pas faciles, particulièrement pour les médecins. Et il y a, sinon, soutenir l'existant, ce sentiment d'exister, comme vous l'avez aussi relevé, pour les psychologues, psychanalystes qui acceptent d'aller dans ces lieux-là, c'est possible. Il y a qu'à soutenir cet être-là. Hein. Et c'est assez vertigineux de souffler sur ces étincelles de vie, comme le dit Wilfred Bion, pour que quelque chose effectivement soit là, qui apparaît, et que l'on peut juste, voilà, parfois, comme vous l'avez dit, tenir la main, être là.
Et ça, mais les psychologues qui vont là ne s'y prêtent pas forcément facilement. Hein. Ils sont happés par maintenant ces nouvelles directives, happés par les médecins en désarroi, qui ont à annoncer quelque chose absolument contraire à leur être là. Hein. C'est-à-dire que maintenant, il faut annoncer qu'ils n'ont plus rien à faire. Et du coup, ces psychologues sont balancés dans ces lieux à soutenir les médecins, qui ensuite ont dit des choses tellement insupportables qu'il faut aller soutenir les familles. Et là, le grand oublié, quelquefois, c'est le patient. Hein. Et j'ai beaucoup de difficultés à faire que c'est très variable, que les jeunes psychologues qui maintenant sont embauchés, puisque il y a un décret qui leur permet d'être dans ces services en tant que psychologues, ils vont pas si facilement auprès des patients. Mais ce qui m'est arrivé moi-même, complètement arrêté devant un patient dans le coma, auprès d'un patient dans le coma, c'est que je me suis raccrochée à sa respiration. Et reprenant son rythme, j'ai pu reprendre mon souffle et rester là, en lui disant peu de choses. J'étais venue le voir, mais parce que j'allais rencontrer sa femme. Mais je voulais lui parler de sa fille, je n'ai pas pu. Mais j'ai pu le saluer. Et j'ai pu être là, sur le même rythme de respiration. Donc j'ai retrouvé vraiment tout au long de la journée beaucoup de choses qui permettent de penser les choses. Ce n'est pas facile. Tout est en chantier. Et je trouve que vraiment, on peut être assez bouleversé par tout ce qui se présente à nous. Merci. Merci beaucoup, madame. S'il n'y a plus de questions, le moment est venu de donner la parole à Ouchang pour conclure cette belle réunion. Je veux juste faire une remarque. Oui. Je me à ce que vous avez dit, madame. J'aurais juste une petite réserve. Vous avez dit 2 fois assez vertigineux. Moi, je dirais le plus vertigineux. Donc, j'enlèverai le assez qui modère un peu pour dire non, au contraire. Ce qui est essentiel, c'est que rien ne peut réduire ça. Ce qu'on appelle l'incommensurable. Rien ne peut réduire. C'est le plus vertigineux. Et le vertige l'abîme, c'est-à-dire l'abîme qui n'a pas de fond. Abyssos, n'est-ce pas? Donc, c'est là qu'il y a quelque chose qui touche à l'existence et à quoi on doit s'accrocher, à mon sens. Je déménage. Bon, je ne vais pas être trop long, mais après tout ça, c'est un peu difficile. Bon, en tout cas, nous avons vécu, si je peux dire, avec douleur, émoi, émotion, en pensant à autre chose ou pas. Une journée avec des exposés extrêmement variés, je dirais même disparates. Rassurez-vous, je ne vais pas faire le résumé. Le résumé se fera peut-être à l'intérieur de chacun. Je vais juste dire 2, 3 petites choses. D'abord, moi, je ne parle pas en philosophe, mais je parle en psychanalyste et psychiatre et médecin. Et je prends les choses avec certains critères que je veux dire, même avec la psychanalyse, la théorie et la pratique analytique permettent de constater des faits cliniques que l'on ne perçoit pas sans elles. C'est un peu grave de dire ça. Il y en a, bon, ce n'est pas exclusif, on peut percevoir en dehors de ça, bien sûr. Ce n'est pas la panacée, mais c'est quelque chose qui va un peu loin dans la vérité du sujet, quoi qu'il en soit. Alors les forces qui résistent